Bonjour, je suis Fernandez Andruski-Andrea. Ici, je suis naturopathe diplômée de l'Université d'Adélaïde en Australie. Et je vous propose une séquelle de 10 vidéos contenant les 10 différentes causes possibles pour le développement de la fibromyalgie. Alors, dans ces 10 vidéos, si vous n'êtes pas si vous souffrez pas d'une fibromyalgie, peu importe, parce que vous allez gagner de l'information par rapport aux intolérances alimentaires comme première cause. Donc, dans ces vidéos aujourd'hui, je vais discuter de l'intolérance au gluten. L'année prochaine, je vais discuter des intolérances à la caséine, donc la protéine de lait animal. Suite après, on va discuter perméabilité et dysbiose intestinale, carence, excès et déséquilibre entre nutriments, hypothyroïdisme, maladie auto-immune, infection comme cause de maladies, surtout de maladies fibromyalgiques qui donnent de douleurs articulo-musculaires au corps, ainsi que Lyme et dans la borréliose, de déséquilibre hormonal ainsi que de neurotransmetteurs. Donc tout ça va être discuté et expliqué dans 10 prochaines vidéos. Aujourd'hui, je voudrais vous illuminer sur l'intolérance au gluten, que c'est pas qu'une mode, c'est carrément vrai. À tout de suite. Bonjour, on est ici dans la présentation PowerPoint. On va discuter les deux premières causes qui expliquent la fibromyalgie avec des conseils à suivre pour mieux se sentir. Alors, entre les causes de la fibromyalgie, qui c'est un syndrome, c'est pas une maladie, donc ça c'est le point de l'iceberg. En bas, il y a les causes possibles et que je trouve souvent chez mes clients, entre lesquelles on trouve l'intolérance alimentaire, la dysbiose et perméabilité intestinale, déséquilibre, excès et carence nutritionnelle, ainsi que déséquilibre entre le neurotransmetteur, hypothyroïdisme, maladie auto-immune et maladies inflammatoires, et ainsi que des infections diverses comme dentaire, mononucléose, Lyme, ainsi que le déséquilibre hormonal. Tout ça fait que les personnes aient de douleurs musculaires, articulaires, de névralgie et de fatigue qui viennent avec, la dépression et tous les 18 points qu'on trouve sur le dos testés par le rhumatologue. Et alors, presque tout le monde présente ces 18 points, les douleurs et articulaires, musculaires, la dépression, l'anxiété, les angoisses. Carrément, il y a tellement de symptômes que font la syndrome de la fibromyalgie. Mais à la base, on trouve tous ces 10 points que je vais discuter dans les prochaines 10 vidéos que vous pouvez la trouver sur YouTube. Alors, on va commencer. La cause numéro 1, c'est la diète et les intolérances alimentaires. Je vais discuter d'abord les intolérances au gluten. Alors, est-ce que c'est à la mode? Un petit peu oui, c'est vrai. Hein, on parle presque tous de l'intolérance au gluten, qu'il n'y a rien à voir avec une allergie. Une allergie, c'est vraiment l'allergie au gluten, c'est une maladie cœliaque. Donc, je ne m'occupe pas de ça. Ça, c'est attesté au niveau sanguin chez les médecins. On ne s'occupe pas de ça, mais on s'occupe de intolérances alimentaires. Je vais bien discuter la différence entre carrément la différence entre intolérance et allergie. Alors, qu'est-ce que c'est le gluten? Alors, c'est un terme générique pour désigner les protéines que l'on trouve dans certains céréales. Seigle, avoine, blé, orge, les triticales, le camus ou corassin aussi, spelta ou crâne épeautre, petit épeautre et faro. Faro bien plus connu en France maintenant parce que ça vient plutôt de l'Italie. Maintenant, mais vous connaissez bien le grain et petit épeautre. Ici, je fais aussi une notice par rapport à l'épeautre. Plusieurs gens croient que c'est sans gluten et c'est pas tout à fait comme ça. Donc, les Triticum spelta ou l'épeautre, en Italie, c'est connu comme le spelta. Et en France, le grain épeautre contient bien de gluten et il faut que soit évité
pour les gens qui sont intolérants au gluten. Les petits épeautres ou en grains, c'est les Triticum monococcum et c'est non hybridable. Alors c'est très important parce que si on va choisir de manger de temps en temps quelques céréales contenant du gluten, il faut mieux manger quelque chose qui ne soit pas qu'il n'ait pas la capacité d'être modifié génétiquement. Donc choisissez bien le petit épeautre une fois que vous avez fait les 3 mois sans gluten, une fois que vous introduisez. Après je vais vous expliquer. Et les farros, c'est les Triticum dococum, c'est bien cultivé en Italie et là commence à être reconnu comme l'ami denier ou épeautre de tartarie. Alors, il y a des gens qui disent qu'il faut manger un petit peu du tout, sinon le corps devient sensible à tout. Bon, je vous dis que même pris en petite quantité ou exceptionnellement, un aliment contenant du gluten va provoquer des lésions dans l'intestin. On va voir aussi ces lésions, de quoi elles s'agissent. Alors, j'avais parlé de la différence entre l'intolérance et les allergies. Alors, l'allergie au gluten, c'est bien une maladie cœliaque qu'un médecin, un entérologue, un gastroentérologue peut diagnostiquer. Donc, on ne s'occupe pas de ça. Les intolérances ne vont pas créer de anticorps dans les seins. Donc, ce ne sont pas testables. On ne peut pas vérifier les intolérances au niveau sanguin. C'est presque impossible parce que une intolérance ne veut pas créer d'anticorps IgG, IgM. Et alors, comment on va les évaluer? Soit par des tests d'électroacupuncture ou soit par des tests comme celles qui s'offrent par le cheveu, mais je me coupe plutôt de tests d'électroacupuncture, Mora ou Vega-thérapie. Il y a 3 noms pour la même machine utilisée, pour la même méthode utilisée pour tester. Alors, comment on va... est-ce qu'il y a un lien entre une intolérance au gluten et une perméabilité intestinale? Tout à fait, oui. Alors, les intestins, imaginez que ça sont les cellules intestinales. Alors, quand on mange du gluten, comme je vous ai dit, même en toute petite quantité, la barrière intestinale va devenir perméable. Alors, qu'est-ce que va créer une hyperperméabilité intestinale? Va créer un intestin en souffrance où on va absorber passivement des antigènes, donc des molécules banales provenant des aliments mal digérés. On va réabsorber passivement des pathogènes ainsi que des toxines. Et on va moins absorber de nutriments. Donc on va créer de carences, de déficiences nutritionnelles et un état de malnutrition qui va aggraver les perturbations structurelles et fonctionnelles du corps. D'où ça vient cette hyperperméabilité intestinale? C'est pas que par l'ascension de gluten ou de caséine, mais c'est aussi par dans la malbouffe, mais c'est aussi créé par le stress, le sport excessif, les substances ou situations que dommagent et aussi l'intégrité de la muqueuse intestinale, comme tous les produits chimiques qui sont ajoutés, et les colorants, les préservants et tout ça qui vient ajouter à la bouffe pour que ça tienne plus long au niveau de péremption. Alors, normalement, dans des conditions physiologiques normales, il existe une parfaite étanchéité entre les entérocytes. Les entérocytes sont ça, les cellules intestinales, qui sont serrées les uns contre les autres et constituent un filtre très très sélectif. Donc ça, ils sont serrés par des jonctions serrées, tout à fait. Donc, dans un état physiologique de santé, on trouve un passage des nutriments et un blocage de grosses molécules, des antigènes, de pathogènes, de toxines. Mais, qu'est-ce qui arrive quand il y a une hyperperméabilité intestinale pour avoir trop mangé gluten, pour avoir trop consommé de caséine, quand on mange matin, midi et soir de gluten, quand on mange matin, midi et soir des substances qui sont nocives pour le corps, ces jonctions serrées comme vous le voyez,
disparaissent, s'ouvrent et les entérocytes deviennent aussi mal formés. Donc on va bloquer les micronutriments. Les micronutriments ne vont pas s'absorber, ne vont pas être absorbés comme il faut. Donc on va créer ces malnutritions. Et on va absorber par contre les choses qui ne devront pas être absorbées comme macromolécules, antigènes, pathogènes, toxines. Alors normalement, un intestin devrait fonctionner en endobiose, mais quand il y a une perméabilité intestinale, on va avoir une dysbiose où il y a des endotoxines que ne pourront pas être déconjuguées par le foie. Donc on va avoir une hyperperméabilité, une inflammation de toutes les muqueuses du corps. Donc quand les intestins sont perméables, sont inflammés, toutes les autres muqueuses du corps, donc toutes les muqueuses de l'appareil digestif, le système respiratoire et urogénital vont être inflammés. Donc c'est normal que les gens affectés par la fibromyalgie n'ont pas que mal au ventre, de gonflement, de ballonnement, mais ont aussi des problèmes respiratoires, de la toux, des problèmes et d'acidité, des remontées gastriques, de reflux gastrique. Ils ont aussi des récurrentes infections urogénitales, notamment candidose ou Escherichia coli, parce que carrément toutes les muqueuses sont affectées par ce système MALT. Et en tout à fait, une barrière intestinale perméable va créer une auto-intoxication hépatique, parce que quand les intestins sont perméables, donc ça c'est l'intestin grêle, voilà, avec ces petits points que j'ai dessinés à la main. Mais bon, ça vous donne l'idée. Ces petits points créés sont l'échantillon plus serré, qu'elles sont plus serrées du tout, et ça va créer de la perméabilité intestinale dont on va trouver toutes les toxines qui vont aller où pour être détoxifié au niveau hépatique et au niveau rénal. Donc même si on essaye de faire une détoxication hépatique, ça ne vaut pas la peine de le faire parce que vous allez vous réauto-intoxiquer en continuation par ces échantillons qui sont plus serrés et qui sont tout à fait perméables en laissant ces macromolécules, ces toxines, ces antigènes partir vers le système sanguin. Alors, est-ce que c'est une mode? Oui, il y a des gens qui disent qu'il faut éviter le gluten parce que, bon, voilà, je ne sais pas quoi autre faire. Il y a des professionnels de santé voilà, ils ne savent pas quoi autre dire et sans les tester, proposent des diètes assez restrictives aux gens quand il faut carrément bien tester les gens parce que c'est pas tout le temps une intolérance au tout le gluten, mais il peut être qu'au blé. Moi, je trouve que c'est plutôt au blé parce qu'on ne mange pas tous les jours de l'avoine, ni pas tous les jours de seigle, et surtout en France, pas tout le temps de l'orge. Donc, on n'arrive pas à être intolérant aux céréales parce que on ne mange pas tous les jours. Donc, c'est la périodicité, c'est l'effet d'en manger du gluten absolument jour après jour, donc tous les jours, matin, midi, soir, comme je disais avant, qui va créer une intolérance. Je vois des clients qui viennent me voir, qui mangent carrément un tout petit peu de tout, tous les jours, mais ils mangent toujours, tous les jours différemment. Donc un jour ils mangent de pain, le lendemain ils mangent de la polenta, le lendemain mangent de riz ou de seigle. Ils ne mangent pas tous les jours la même chose. Et ça, c'est la clé. Donc, si vous avez une condition de fibromyalgie ou de l'intestin perméable ou de la sensibilité tout à fait au gluten, il faut arrêter d'en manger un minimum 3 mois. Et il faut bien que vous puissiez tester. Moi, je l'ai fait avec l'électroacupuncture, c'est une technique allemande, suisse, on trouve dans tous les pays anglo-saxons et dans quelques pays en Europe, c'est un appareil médical. Et ça, c'est bien parce que comme ça, vous allez savoir quel céréales contenant des gluten il faut absolument éviter. Sinon, vous allez faire des diètes assez restrictives qui vont vous empêcher de vivre et vont vous faire la vie beaucoup plus difficile de ça que c'est déjà.
avec toutes les choses qu'on a à faire tous les jours, toutes les responsabilités qu'on a jour après jour. Alors, pourquoi j'avais fait ça? Ah oui, parce que voilà, je parlais aussi des intolérances, qu'est-ce que c'est une mode, oui, mais aussi on mange, on est pressé. On a des responsabilités en plus et on est pressé. Donc, d'abord, on ne mastique pas assez comme il faudra pour éviter que les intolérances s'écrènent. Parce que quand on mastique bien, il y a une sécrétion de l'amylase, c'est l'enzyme salivaire qui va hydrolyser d'abord les polysaccharides qu'on mange. Dans deux moments qu'on met de la bouffe dans la bouche, on va commencer à digérer et ça va donner plus on mastique, plus on va envoyer le signal au stomac de sécréter les sucs gastriques pour mélanger le saliment et pour sécréter la pepsine et l'acide chlorhydrique pour la digestion de protéines. Après, dans les petits intestins, dans l'intestin grêle, quand le molécule de la nourriture qu'on a mangée arrive, doit continuer plutôt la digestion avec la sécrétion de pepsines, de protéases et de enzymes pancréatiques. Alors, dès qu'on mange de produits chimiques, dès qu'on ne mange pas cru et on ne mastique bien, le pancréas va être stressé et de plus en plus il va sécréter de moins en moins de enzymes pancréatiques et créer des problématiques par rapport à l'absorption des nutriments, de glucides, des acides aminés, des acides gras. Et donc, si on ne mastique pas bien, si on ne va pas sécréter l'amylase, ça ne va pas aider l'estomac à faire le brassage et le mélange des aliments avec le suc gastrique et la sécrétion de pepsines pour la digestion des protéases et avec l'acide chlorhydrique. Là, dans l'intestin grêle aussi, la digestion ne va pas continuer et au niveau pancréatique, les enzymes digestives vont pas être sécrétées au niveau de duodénum et la digestion complète va avoir beaucoup de soucis. Aussi dans les côlons, dans les grands intestins, on va avoir problème avec l'absorption des ions, donc des minéraux et des acides gras à courte chaîne aussi. Et c'est comme ça, quand on n'a pas ni l'acide chlorhydrique suffisant, ni les pepsines et pour l'absorption des protéases, ni les enzymes pancréatiques, ni les amylases, on est plus prédisposé à faire des intolérances alimentaires. Donc, il faut aussi penser au niveau physiologique, comment ça va agir en créant une intolérance alimentaire, pas que parce que les céréales étaient génétiquement modifiées pour générer plus de volume au niveau de l'agriculture, au niveau de vente pour les commerçants, pas pour les agriculteurs. Et voilà. Donc, est-ce que les intolérances alimentaires sont aussi liées pas qu'à une manque de enzymes digestives et pancréatiques, etc., problèmes d'estomac, mais aussi par une présence de SIBO, s'appelle, excuse-moi, ça veut dire Small Intestine Bacterial Organisms. Oui, tout à fait ça. Donc, dès qu'on a une intolérance, on va augmenter la quantité de fleurs bactériennes nocives et vice-versa. La quantité de fleurs bactériennes nocives va augmenter la prédisposition à avoir des intolérances alimentaires. Donc ça devrait être tout à fait une flèche avec deux pointes parce que ça va et aussi des intolérances alimentaires vont augmenter la prédisposition à avoir une flore bactérienne plus nocive que bonne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire SIBO? SIBO, ça veut dire une flore bactérienne nocive dont on trouve la présence de mycoses, aussi connue comme candidose, on trouve de vers, parasites
en général un déséquilibre de la flore bactérienne. On trouve aussi des bactéries mauvaises comme une présence élevée de Salmonella, de Escherichia coli, de Proteus et Vulgaris et tout ça qui va engendrer de intolérance alimentaire au gluten, à la caséine. Ils vont aussi enflammer les intestins et cette flore bactérienne aussi va aussi, en inflammant les intestins, va créer une perméabilité intestinale qui va faire que la personne ait plus d'intolérance. Cette inflammation va enflammer les autres muqueuses du corps, comme j'avais déjà fait mention au début de cette vidéo. Et cette inflammation intestinale de l'appareil digestif va se distribuer autour du corps, dans vos muscles, dans vos articulations, et en général à maux de tête, maux de ventre, ballonnement, problèmes des articulations musculaires, dont on trouve aussi la fibromyalgie. Donc, si vous trouvez si c'est votre cas d'avoir la fibromyalgie ou de simplement des douleurs musculaires, articulaires, maux de ventre, dépression, anxiété, angoisse, étudiez votre flore bactérienne plutôt. Donc, essayez de pas vous traiter avec des anti-inflammatoires pharmaceutiques ni naturels, hein, parce que vous traiterez pas la cause. La cause sera vos intestins tout à fait enflammés, le cervical, la zone lombaire de dos sont deux points réflexes d'un intestin inflammé. Donc, si vous trouvez un lien à l'osteo, au kiné, presque de manière hebdomadaire pour des séances, et ces séances ne tiennent pas. Donc, ce traitement ne tient pas. Là, depuis une semaine ou deux, vous trouvez encore une autre fois avec des douleurs. Traitez vos intestins plutôt que vos muscles, parce que les points réflexes de l'intestin sont bien les cervicales, la zone lombaire de dos. Donc, voilà, en désenflammant l'intestin, ces douleurs vont naturellement disparaître et ça va vous donner la capacité de guérir presque naturellement sans devoir visiter ni des kinés, ni des ostéos, ni des chiropracteurs que leur thérapie ne va pas tenir parce qu'ils ne sont pas traités la cause, que c'était cette inflammation de l'intestin due au SIBO, à la présence de flore bactériennes mauvaises, de intolérances, de bactéries, de vers, de candidose, de mycoses, etc. Alors, comment vous allez savoir si vous avez une candidose ou vers ou parasite? C'est par l'électroacupuncture ou Mora ou végathérapie, parce que si vous ne le faites pas à l'étranger chez Dr Zata, il y a très très peu de techniques aujourd'hui que en envoyant des échantillons fécals, si on ne teste pas le gène de chaque pathogène, on n'a pas la capacité de voir si vous avez carrément de vers, de parasites et lesquelles bactéries vous en avez. Il y a très très peu en Allemagne, 2-3 labos en Allemagne et quelques-uns aux États-Unis que font ces études fécales si vous allez pas vous tester par l'électroacupuncture, Mora ou végathérapie. Mais soyez conscient que vous pouvez pas vous pouvez pas vous traiter en évitant les aliments, les céréales riches en gluten, parce que ça ne va pas ni guérir les intestins, ni la perméabilité intestinale. Oui, ça va désenflammer un tout petit peu, mais la perméabilité va rester dans votre corps et il va falloir la traiter avec des autres compléments alimentaires et des nutriments spécifiques auxquels je vais vous parler tout de suite. Alors après, il y a des thérapeutes qui disent qu'en évitant les gluten, on va perdre l'absorption de nutriments assez importants pour le bon fonctionnement physiologique de notre corps.
Alors, ma question est, faut-il compenser le perte en nutriments encouru par un régime sans gluten? Alors, il n'y aura pas de perte parce que comme vous allez éviter le gluten qui va créer une perméabilité intestinale, qui va permettre le passage de macromolécules et éviter l'absorption des micro et macronutriments dans votre corps, vous allez que gagner en faisant un régime sans gluten pendant 3 mois. Au minimum 3 mois. Donc, il faut éviter tous les aliments riches en gluten, dont les blés, les fromages, la sémule, l'épeautre, le petit épeautre, le faro, l'avoine, les seigles, le kamut au corazon, et je dirais aussi les riz parce que ça crée beaucoup de intolérance. Surtout vous pouvez que consommer seulement les riz basmati. Et sinon, les ritailles qui soient bien étiquetées et libellées sans gluten. Parce que sinon, ça peut aussi augmenter les perméabilités intestinales, je le vois depuis des années. Et dans 3 mois, absolument sain, si vous voyez pas de changement dans votre corps, c'est parce que il faut aussi régénérer ces jonctions serrées. Non, une fois ces jonctions serrées régénérées avec des compléments alimentaires spécifiques, vous allez voir des résultats au niveau digestif, au niveau articulo-musculaire aussi. Donc non, il faut rien compenser parce que vous allez que gagner des nutriments en désinflammant votre intestin. Après, je voulais vous parler du parcours pathogénique de cette intolérance alimentaire. Alors, d'abord, il y a une altération de la flore bactérienne de laquelle je vais parler, qui s'appelle SIBO. On va appeler ça une dysbiose intestinale. Suite après la formation de cette dysbiose, c'est un déséquilibre avec beaucoup plus mauvaise flore bactérienne que bonne. Suite après cette altération, on va trouver une réaction immunitaire de l'intestin qui va créer une perméabilité intestinale. Dès qu'il y a une réaction immunitaire, alors est-ce que ça vous parle, une réaction immunitaire? Peut-être oui, une réaction immunitaire, maladie auto-immune, fibromyalgie, c'est tout la même chose. Donc, voyez-vous qu'on parle de l'intestin. Si on ne traite pas les intolérances et si on ne traite pas les autres 9 causes desquelles je vais parler, vous n'allez pas avoir une différence par rapport à vos douleurs, à la fibromyalgie de laquelle vous souffrez. Donc, une fois la perméabilité intestinale est ancrée, l'intolérance et la sensibilité aux aliments sera encore plus élevée. Et cette intolérance à sensibilité aux aliments va créer une mucite ou aussi connue comme une inflammation de muqueuse. Donc cette fameuse MALT, Mucose Associated Lymphoid Tissue en anglais, ça veut dire qu'une fois une muqueuse du corps est inflammée, toutes les autres muqueuses vont être inflammées. Donc c'est là du nez, c'est là de l'appareil respiratoire, du sinus, des ovaires, de la vessie, bien sûr du système digestif. Donc toutes les muqueuses du corps vont être inflammées. Donc cela de buccale, digestive, respiratoire, orovaginale et aussi oculaire. Voilà, c'est pourquoi la fibromyalgie engendre de sécheresse des yeux. C'est pourquoi la fibromyalgie engendre des infections urinaires en continuation, des infections vaginales, dont la candidose, mycose, la toux, productive ou pas, de la colite, ou même de la rectocolite, en concomitance avec une fibromyalgie, de ballonnement, voilà, même quand on a une dysbiose intestinale, on va avoir aussi de l'aérophagie parce que le gaz intestinal va monter par la bouche et aussi des safts, des infections aussi au niveau buccal. Alors, quels sont les symptômes d'une intolérance au gluten? Alors, comme je viens de dire,
toutes les inflammations de muqueuses, donc sinusite, bronchite, pulmonite, de rhume que vont directement au niveau de bronches et infection urinaire, douleurs articulo-musculaires, de l'eczéma, de l'urticaire, des douleurs autour du corps, de la fatigue, la dépression, l'angoisse, hyperactivité, agitation et des acouphènes aussi. On peut ajouter aux listes frilosité, nez qui coule, fatigue, asthénie, maux de ventre, diarrhée, constipation, dépression, douleurs musculaires articulaires, prise de poids, rétention d'eau, migraine, acouphènes, hypothyroïdisme et maladies auto-immunes. Toutes ces listes. Mais est-ce que peut-être ça, frilosité, nez qui coule, etc., migraine, acouphènes, etc., machin, ce ne semble pas d'être les mêmes symptômes que celles de la fibromyalgie. À mon avis, oui. Hein. Donc, voyez-vous que en vous abstenant de aliments auxquels vous êtes intolérant, vous pouvez traiter déjà tous ces symptômes. Mais attention, d'après l'autorité italienne pour les intolérances alimentaires, avec qui j'ai collaboré pendant 2 ans, il faut au minimum 3 mois, mais jusqu'à 12 mois pour voir quelques résultats. Donc, si vous faites si vous évitez le gluten pendant une semaine, vous n'allez pas avoir des résultats. Pendant un mois, c'est pas suffisant. Et moi, quand je l'avais fait, et je continue sans gluten, bien sûr, mais au début, quand je l'avais fait, j'ai vu quelques résultats à partir du 6e mois pour voir la totalité depuis 12 mois. C'est pas le cas de la plupart de mes clients, mais pour moi, c'était beaucoup plus long et en sachant que déjà, je ne consommais pas de gluten, sauf de quelques camus et de farine. Donc, voyez combien ça prend pour éliminer et nettoyer le corps. Alors, comme je vous disais avant, est-ce que ça ne vous parle pas de la fibromyalgie? Moi, oui. Hein. Donc, pensez bien à vous tester le gluten et pour savoir si vous êtes intolérant et auquel gluten vous y êtes, pour ne pas faire une diète restrictive sans raison. Alors, aussi, pourquoi j'avais fait cette diapo, voilà, c'était plutôt pour vous expliquer d'où viennent ces intolérances aussi, pour que vous puissiez comprendre que je dis pas, éviter le gluten parce que c'est à la mode, non pas du tout. Alors, les aliments sont génétiquement modifiés aujourd'hui. Donc, en modifiant génétiquement le semence, on mange des semences hybrides qui ont beaucoup plus de gluten qu'avant. Les animaux aussi, aujourd'hui, l'élevage il y a tout les protocoles que les éleveurs français doivent suivre. C'est tout sur le site internet de l'agriculture et commerce française, où ils doivent donner des protéagineuses, légumineuses et céréales en quantité spécifique pour pouvoir vendre la viande. Ça veut dire que aussi dans la viande, il y a de lait et riche aussi, beaucoup plus riche en protéines qu'avant. Mais ça, c'est plutôt pour l'intolérance à caséine, une intolérance de laquelle je vais parler dans le vidéo prochain. Aussi, il y a les aliments exposés aux insecticides, pesticides et desservants que augmente cette perméabilité intestinale. En augmentant cette perméabilité intestinale, on va créer ces inflammations de muqueuses. Cette inflammation de muqueuses va aussi engendrer une possible fibromyalgie et si c'est pas le cas d'une fibromyalgie, de douleurs autour du corps, parce que c'est auto-intoxication hépatique, parce que les intestins sont les entérocytes sont plus serrés par des jonctions serrées et donc on a une auto-intoxication du corps. Sans avoir de matières premières pour bien digérer, dont le zinc, le magnésium, le B6, le chrome, le bicarbonate, parce que la terre est aujourd'hui
40 en nutriments, parce qu'on ne laisse pas reposer la terre, non, il faut produire, produire, produire pour vendre de plus en plus et pour donner l'argent aux commerçants, pas aux agriculteurs. Mais bon, le pauvre agriculteur a oublié que la terre a besoin de se reposer, hein. Et on mange aujourd'hui des aliments 40 en nutriments essentiels. Le sang, le magnésium, le B6, le chrome et le bicarbonate sont des nutriments essentiels pour créer des enzymes digestives. Donc, vous vous souvenez de la diapositive de l'appareil digestif où je vais vous expliquer que il faut bien l'amylase, la pancréase pour la pancréatine et pour digérer bien les aliments. Alors, cette carence enzymatique ainsi qu'une carence de l'acide chlorhydrique, parce qu'on n'a pas de sang, on n'a pas de B6 aussi, va engendrer une malabsorption maldigestion aussi de protéines, surtout de protéines. Donc, le gluten, en étant la protéine de céréales, on va mal digérer déjà les céréales. Donc, en mal digérant, on va avoir une inflammation. Voilà, laquelle méthode utiliser pour tester une intolérance au gluten? Comme je vous ai dit, le test fait par une prise de sang, c'est pour évaluer une intolérance, une allergie, donc une cœliakie. Les intolérances viennent tester par la MORA, électroacupuncture ou végathérapie. Alors, l'électroacupuncture s'agit de ces petites machines ici me permet de tester les différents types de céréales contenant gluten pour savoir lesquelles céréales vous devez éviter, lesquels produits contenant gluten vous devez éviter pour pas faire une diète unnecessairement. Donc, c'est par résonance que cette machine fonctionne où les patients, c'est un petit curseur là, voilà, petit souris, où les patients tient le petit boudin métallique par la main gauche, le professionnel de santé fait pressionner le point d'acupuncture dans la main droite et le fiole contenant de céréales de gluten viennent insérer dans ces petits conteniteurs et on va lire l'aiguille qui nous montre dans les petits carreaux de la machine. Aussi, ça que j'offre pendant mes séances, c'est qu'à la fin de la séance, tous les fioles qui ont testé positives, vont vous être donnés pour augmenter pour que les traitements fonctionnent plus rapidement. Donc, vous faites la diète, mais aussi vous recevez les mêmes contenus de fioles testées dans de flacons contenant un petit peu d'alcool et le reste donc ce sont des produits homotoxicologiques. Donc si vous testez pour fromage, sémule, avoine, seigle, ça vous sera donné au niveau de résonance et ça va être mis dans cette bouteille que vous allez prendre chez vous et vous le prendrez le matin et le soir en vous couchant et en vous réveillant. Alors, chaque patient va recevoir un flacon contenant la résonance des fioles testées pendant la séance que je fais. Attendez, parce que je crois que vous ne voyez pas là. Voilà. C'est la manière la plus efficace d'éliminer la mémoire de lait et du gluten du corps. Donc, ça va, à la place de prendre un an, de 12 mois, 6 mois, vous allez voir des résultats pendant les premiers mois de traitement parce que vous allez augmenter la capacité de régénération de votre corps et d'élimination de ces toxines. Alors, si ça vous intéresse, si mes méthodes vous intéressent,
vous pouvez me contacter par mail ou sinon aussi faites clic sur mon site Facebook que je devrais m'en occuper beaucoup plus souvent que ça, mais je n'aime pas cette technologie, mais je le fais que pour vous, pour rester en contact avec vous. Mais sinon je réponds assez souvent par jour, plusieurs fois par jour au mail, si je suis pas en rendez-vous bien sûr. Donc si ça vous intéresse, ne doutez pas de me contacter. Et voilà, si ça vous intéresse de voir les prochaines vidéos, il y a une séquelle de vidéos que je fais pour la fibromyalgie où je développe dans des diapositives cette 10 points, 10 causes de lesquelles je fais mention au début de cette vidéo. Donc à la prochaine.